Je souhaite sincèrement et bien évidemment une excellente journée à toutes et à tous, mais surtout, je nous souhaite une journée de meilleure compréhension pour chacun, professionnel, comme personne concernée au quotidien par cette maladie. Que cette journée soit également conviviale, par exemple lors de la pause déjeuner ou lors des rencontres vers les stands ou encore au moment des dédicaces avec les auteurs du livre. Gérard Garouste, c'est volontiers que je vous passe et cède ma place. Merci de votre attention. Merci. Si vous me le permettez, je vais rester assis parce que pour tourner les pages, c'est plus pratique. Il n'y a pas de pupitre, je préfère être assis. Je suis très sensible d'avoir été invité à ce colloque sur la bipolarité. Il est probable que l'expérience que j'ai de cette maladie peut contribuer à la connaissance de ce mal-être et d'en tirer un enseignement. La médecine, la psychiatrie, la psychologie fait chaque jour des progrès dans ce domaine, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à découvrir encore. Bipolaire, comme son nom l'indique, deux pôles que personnellement j'ai vécu très péniblement. La dépression, le délire. La dépression, on est un légume. Certains vont jusqu'à se suicider. Le délire, c'est, appelons les choses par leur nom, être fou. Autrement dit, vous êtes dans ces moments dangereux pour vous-même, dangereux pour les autres, d'où l'impératif d'être pris en charge le plus vite possible. Ma première dépression a duré 10 ans, sans aucune activité. J'avais une vingtaine d'années, qui s'est suivie par un délire, donc une hospitalisation sous le contrôle judiciaire, vu la violence de mes actes. J'ai agressé des personnes. Pour la version un peu comique, je me suis retrouvé à poil dans les rues de Villejuif, parce qu'on m'avait retiré mes vêtements pour pas que je m'évade. Je m'évadais, sans vêtements, c'était pas un problème. Donc j'étais à poil dans les rues de Villejuif, évidemment on m'en prenait. Ça c'est pour le côté comique, il y a des choses moins drôles. Ça s'est produit plusieurs fois dans ma vie. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je vais mieux, bien que toujours sous surveillance médicale, à l'hôpital Sainte-Anne, suivi par le professeur Bellé, qui est un excellent psychiatre, un grand professeur. Ça, c'est une chance. J'ai la chance de faire un métier sans trop de conséquences avec cette maladie. Je dirais même que sur le plan de la créativité, cette sensibilité aiguë peut être un apport. Mais ne pas être malade du tout serait beaucoup plus productif. Il faut sortir de l'idée bourgeoise que Van Gogh était génial parce qu'il était fou. J'ajoute que s'il avait connu la médecine contemporaine, son œuvre eût été plus féconde et plus épanouie, et sa vie plus heureuse. Je conclurai en vous disant qu'avec le temps vient l'expérience. À chacun ses remèdes. Moi, c'est la distance, la campagne, pas trop d'euphorie, pas trop de colère, et surtout faire confiance à la médecine. Je n'ai pas toujours eu de bons médicaments, ni de bons médecins. Mais avec le temps vient la confiance. On peut être dépressif sans le savoir, et une crise, paradoxalement, peut être salutaire, car il y a prise de conscience. À partir de cela, on se reconstruit. Ou plutôt, on reconstruit le monde qui vous entoure, et tout va mieux. Je vous souhaite que cette journée soit très productive, pleine d'enrichissement et pleine de lumière. Merci. Moi je pense que c'est la faculté d'un individu à pouvoir faire usage aussi bien de sa main gauche que de sa main droite dans les gestes de la vie quotidienne. Ça par rapport à la nature, à l'environnement? Ça franchement, ça va pas trop bien. Un coup on va pleurer, un coup on va rire, d'un seul coup comme ça, sans raison valable. Et cela peut se traduire par des peurs, des craintes, des angoisses. C'est un changement de personnalité sur une même personne qui
qui engendre des états dépressifs ou des états euphoriques. J'ai ma maman qui a eu cette maladie, donc je connais plutôt bien. Eh bien, je pense que c'est le fait que les personnes atteintes de cette maladie passent de l'excitation et d'une joie de vivre extrême à la plus grande détresse et à la dépression, voire jusqu'à l'extrémité. Oh là là, c'est une question grave. C'est une question médicale, tout dépend du degré, je pense. Je suis pas sûre que ce soit détectable si rapidement que ça. Beaucoup de personnes vivent tout à fait normalement et on s'aperçoit qu'à un certain moment de la bipolarité, on s'en aperçoit pas forcément de façon instantanée. Pour moi, la façon dont on peut la reconnaître, c'est justement leur changement d'humeur, la façon dont dans leur vie quotidienne, elles ont parfois beaucoup de mal à faire les choses et parfois sont au contraire très motivées et très exaltées pour les faire. J'ai été obligé un petit peu de gérer, entre guillemets, de prendre la place de ma maman, parce que quand elle était en phase malade, elle était couchée toute la journée, quoi, ça durait 3 semaines. Et ça pendant des années, avant qu'effectivement le bon médecin arrive à mettre un nom sur cette maladie et dire voilà, il faut partir sur des traitements. Et ça fait, je sais pas, peut-être maintenant 20 ans où elle a un traitement à base de lithium et elle n'a jamais refait de rechute. Je souhaite tout mon cœur qu'il y ait des progrès dans tout ce qui est médicamenteux ou les solutions peut-être justement psychologiques, etc. Et pour qu'ils arrivent à s'intégrer totalement pour eux et autant pour leur famille. J'espère que la recherche avancera comme ça parce que je suppose qu'on n'est pas bien renseigné là-dessus et qu'il y a encore des choses à trouver. Bonjour à toutes et à tous, je suis Dominique Guillot, donc je suis un bénévole de l'association Argos 2001. Je vais avoir le plaisir d'animer cette journée. Cet événement est un événement à notre connaissance sans précédent, dans la mesure où il va concentrer sur une même journée des thèmes chers aussi bien aux patients, aux proches, aux soignants, mais aussi à tout un chacun qui souhaite en connaître davantage sur ces troubles dits bipolaires. Pour traiter ces thèmes, il ne vous a pas échappé que nous avons fait appel à des professionnels reconnus dans leur domaine de compétences. La première rencontre de cette journée, de cette matinée intitulée « Recherche, prévention et avancées thérapeutiques, où en sommes-nous, où allons-nous ?» va être animée par Madame Stéphane Demichel, qui est rédactrice en chef adjointe du pôle digital de Sciences et Avenir, partenaire également de l'événement, qui le retransmet sur son site aujourd'hui. Je vais appeler également Monsieur le professeur Jean-Pierre Ollier, Monsieur le professeur Franck Bellivier, les docteurs Jocelyn Winou et le docteur Marc Masson. Je vous demanderai, si vous le voulez bien, d'éteindre vos téléphones portables pour ne pas perturber les interventions. Chacun dispose, c'est la règle qui a été fixée à nos intervenants, même si ça va être difficile, 15 minutes pour chacun des thèmes qui va être présenté au cours de cette journée et de cette matinée. Je vais maintenant passer la parole à Madame Stéphane Demichel. Je vous souhaite une bonne rencontre. Merci. Bonjour, je suis ravie de présenter cette première session intitulée « Où en sommes-nous, où allons-nous ?» J'ai croisé un patient tout à l'heure qui disait être venu aujourd'hui pour comprendre. Donc ça tombe bien puisque l'objectif de cette première session, c'est de faire le point sur la recherche, la prévention, les stratégies thérapeutiques, la prise en charge du trouble bipolaire. Pour cela, on a 4 experts qui vont vous faire des présentations ce matin. Pardon. Le professeur Jean-Pierre Ollier, membre de l'Académie nationale de médecine et président de la Fondation Pierre Deniker pour la santé mentale, qui va revenir sur la définition médicale du trouble bipolaire. Voilà, à partir de quand est-on bipolaire, jusqu'où peut-on parler de bipolarité.
Ensuite, le docteur Jocelyn Ouenou, qui est psychiatre au CHU Henri Mondor à Créteil et qui est chercheur également en neuroimagerie au CEA Saclay, qui va nous parler de l'apport de l'IRM dans le trouble bipolaire. Alors, au niveau du diagnostic de la maladie, mais aussi de la prise en charge, et bien sûr pour comprendre mieux la maladie. Ensuite, le professeur Franck Bellivier, qui est professeur de psychiatrie à l'Université Paris Diderot et chef du département de psychiatrie et de médecine addictologique du groupe hospitalier Saint-Louis Larivoisière-Vidal, qui va revenir sur l'amélioration de la prise en charge des troubles bipolaires et nous expliquer où se situent les enjeux pour améliorer cette prise en charge. Enfin, le docteur Marc Masson, qui est psychiatre et coordinateur médical de la clinique du château de Garches, qui va nous présenter les nouvelles stratégies thérapeutiques dans la prise en charge de la bipolarité. C'était bon? Oui. Donc, professeur Jean-Pierre Ollier, je vais vous laisser la parole pour nous parler du trouble bipolaire. Merci et bonjour à tout le monde. Et permettez-moi tout d'abord de dire mon plaisir à être présent et mon très grand plaisir à voir les associations, une association de patients se saisir de la problématique. Nous avons besoin, nous soignants, nous avons besoin de vous, les usagers, comme on dit, j'aime pas ce mot, mais nous avons besoin de vous. Et donc, merci à toute l'équipe de Argos, un très très merci pour l'organisation de cette journée. Étant donné les événements de la semaine dernière, je pense que nous ne pouvons pas ne pas évoquer cette question de la stigmatisation. Stigmatisation qui fait que d'une maladie, on se retrouve avec un acte qu'il faut bien qualifier d'acte de folie, dramatique, et qui est l'occasion de faire ressurgir bien des propos et bien des réflexes de stigmatisation. Imaginez que le malheureux pilote de cet avion ait été victime d'une crise d'épilepsie dans le cockpit, qu'il ait été victime d'un accident vasculaire. Probablement, la compréhension que nous en aurions serait très différente de la compréhension, de la lecture, des réactions que nous avons tous devant cet acte absolument horrible. Et évidemment, à partir de là, donc d'une situation ou d'une maladie, on se retrouve avec un acte complètement déraisonnable et complètement fou. Et Gérard Garouste évoquait cela. De la maladie à cet acte, à partir de là, naissent des propos. Et par exemple, le professeur Bellivier me rapportait tout de suite un propos qu'il a entendu ce week-end dans les médias de la part d'un professeur chirurgien des hôpitaux à la retraite, élu de Paris, petit-fils de la personne qui a organisé les hôpitaux universitaires en France, disait « Les antidépresseurs provoquent le suicide et ce drame est le résultat des antidépresseurs ». J'espère qu'il opérait beaucoup plus habilement et intelligemment les prostates que le propos qu'il tient, ou que les propos qu'il tient sur les antidépresseurs, puisque toutes les preuves sont établies pour dire que les médicaments antidépresseurs réduisent la mortalité par suicide dans la population générale. Ceci a été montré, démontré, redémontré dans plusieurs groupes de population, il n'y a aucun doute. Cela dit, et vous le savez, vous, mieux que nous encore, aucun médicament n'est anodin. L'utilisation d'un médicament doit être parfaitement mesurée, parfaitement réfléchie, et nous savons
depuis le début des antidépresseurs, qu'il peut exister des effets indésirables de ces médicaments et que parmi ces effets indésirables, il peut y avoir en début de traitement antidépresseur une activation des idées suicidaires transitoires, il peut y avoir une activation de l'anxiété, il peut y avoir une activation de l'agitation, entre guillemets, et donc l'utilisation de ces outils thérapeutiques doit se faire sous contrôle médical. Le contrôle médical ne suffit pas. La psychiatrie n'est pas la neurologie. La neurologie n'est pas la psychiatrie. Un célèbre neurologue disait « Il y a un abîme entre les symptômes neurologiques et les symptômes psychiques ». C'était Babinski. Un non moins célèbre psychiatre, Karl Jasper, disait « Le fait qu'il y ait des particularités ou des dysfonctionnements neuronaux chez les personnes atteintes de troubles psychiques montre simplement que ces structures neuronales sont nécessaires à la vie psychique. Mais la vie psychique est beaucoup plus complexe que cela, et la question du trouble bipolaire est donc beaucoup plus complexe que cela. Et je voudrais vous inciter à lire un livre récent de Marie Le Drian, qui au passage est la sœur de notre actuel ministre de la Défense, qui s'appelle « Le corps retrouvé » de Suzanne Tauvert. Je ne sais pas si ce livre est autobiographique, je pense qu'il l'est. J'ai œuvré pour qu'il obtienne le prix de l'Académie nationale de médecine. Ce livre décrit très bien la traversée dépressive, il décrit très bien l'utilité de ce qu'elle appelle les petites pilules, mais il décrit aussi très bien l'indispensable de l'accompagnement, de la confiance. Accompagnement par l'entourage, évidemment, mais aussi accompagnement par les soignants. Et ceci me ramène à Karl Jasper, ceci me ramène à Babinski. Notre problématique, votre problématique, est une problématique à l'interface des neurosciences, de la neurologie, et à l'interface de ce qu'il y a de plus humain et des sciences humaines. Et, bien sûr, et nous allons en parler, nous avons besoin de progrès de la recherche. Nous avons besoin d'outils qui aident à valider ou à invalider le diagnostic clinique. Parce que pour l'heure, le diagnostic de trouble bipolaire est un diagnostic purement clinique. Et nous avons vu Marianne dans le petit film qui nous a été montré, qui disait « Nous sommes tous cyclotimiques, mais le bipolaire, ça devient autre chose. » Je veux bien adhérer à cette notion, nous sommes tous cyclotimiques, mais nous ne traversons pas tous les affres et les souffrances de la maladie bipolaire. Et il y a donc là une différence et un problème de définition des limites de la maladie bipolaire qui est actuellement très difficilement résolu et dont il faut espérer qu'il devienne mieux résolu avec l'aide des nouvelles technologies et en particulier de la neuroimagerie. Alors on m'a demandé de rappeler un tout petit peu ce qu'est le trouble bipolaire, jusqu'où, qu'en sont les limites. L'épidémiologie, ça a été évoqué, les données de l'épidémiologie donc disent à peu près que le trouble bipolaire 1, c'est-à-dire ces situations où il y a eu un épisode d'excitation maniaque qui est au-delà de l'hypomanie. Et quelle est la différence entre l'hypomanie et la manie? Eh bien la différence, c'est que le maniaque entreprend des tas de choses, mais n'en termine aucune. Alors que l'hypomaniaque est très actif et mène à bien un certain nombre d'activités. Donc le trouble bipolaire 1, qui est le paradigme, qui est le modèle avec lequel ont travaillé les psychiatres depuis plus d'un siècle, le trouble bipolaire 1, donc, on estime, concerne à peu près, on va dire 1% de la population générale. Le trouble bipolaire 2
donc où il y a, j'allais dire simplement, des épisodes hypomaniaques, ce trouble bipolaire 2 concerne lui un peu plus de 1%. Et puis, il y a ce que la science médicale actuelle définit comme la bipolarité sous le seuil. Et cette bipolarité sous le seuil, je pense qu'on pourrait en étendre l'importance aussi loin que 100% de la population générale, s'il est vrai que nous sommes tous cyclotimiques. Le problème est, et je pense que ce sera abordé au niveau thérapeutique, les thérapeutiques ont apporté la preuve de leur efficacité dans les troubles caractérisés, et en particulier dans le trouble bipolaire 1 et aussi dans le trouble bipolaire 2. Les thérapeutiques n'ont pas apporté la preuve de leur efficacité dans les pathologies sous le seuil. Et c'est un des problèmes actuels de la médecine et de la psychiatrie. Une récente enquête aux États-Unis et en Europe a montré que 60 à 80% des personnes consultant en ambulatoire recevaient en psychiatrie un diagnostic sous le seuil, c'est-à-dire ne remplissaient pas les critères d'épisodes dépressifs quand il s'agissait d'épisodes dépressifs, d'épisodes d'excitation quand il s'agissait d'épisodes d'excitation ou d'une autre pathologie. Et le problème, évidemment, est que ces personnes recevaient une thérapeutique. Donc dans une indication où la preuve n'est pas faite. Par contre, rassurez-vous, la preuve d'efficacité des médicaments antimaniaques, la preuve d'efficacité des médicaments antidépresseurs est suffisamment bien faite pour qu'aujourd'hui on puisse affirmer que l'on sait parfaitement maîtriser ces états. Et je travaille à l'hôpital Sainte-Anne dans un service où nous avons pour habitude et pour vocation de recevoir ce qu'on appelle des pathologies résistantes, c'est-à-dire des pathologies qui n'ont pas trouvé, des situations pathologiques qui n'ont pas trouvé toutes les réponses thérapeutiques escomptées, mais finalement on arrive à trouver une réponse thérapeutique pour la dépression ou pour l'épisode maniaque. Bien plus complexe, et vous le savez mieux que nous, la question des intervalles libres. Je devrais dire la question des intervalles dits libres, c'est-à-dire des intervalles entre les épisodes maniaques et les épisodes dépressifs. Dans ces intervalles, et vous le savez très bien, il y a d'abord ce que Gérard Garouste évoquait, toute la reconstruction, tout le travail de reconstruction après le diagnostic, après la confrontation à cette pathologie, après la confrontation aux réactions de l'entourage professionnel, de l'entourage familial, de l'entourage social. Et puis, dans ces intervalles libres, il y a ce que nous appelons les comorbidités. Les comorbidités avec, en particulier, les situations d'abus d'alcool et puis les troubles anxieux. Troubles du sommeil, à minima, mais surtout, au-delà de la simple perte de confiance qui est à regagner à nouveau après le diagnostic, après les épisodes, ces pathologies éventuellement anxieuses, qu'il s'agisse d'une anxiété généralisée qui entrave le fonctionnement au quotidien, qu'il s'agisse de crises d'angoisse. Donc, la médecine a fait de réels progrès, bien évidemment. On a évoqué le lithium, les antidépresseurs, mais la médecine doit faire des progrès pour améliorer les critères diagnostiques pour cette maladie qui en principe débute à l'adolescence ou l'âge adulte jeune. La médecine doit faire des progrès pour l'accompagnement, pour l'amélioration de la qualité de vie dans les intervalles libres entre les épisodes. Alors, je ne vais pas vous rappeler ou redire tous les visages de la maladie bipolaire, avec les formes plus ou moins saisonnières, les formes plus ou moins délirantes, les mélancolies délirantes, les manies délirantes. Tous les épisodes dépressifs ne sont pas délirants, nous le savons tous. Tous les épisodes d'excitation euphorique ne sont pas délirants. Aujourd'hui, c'est même devenu la minorité des cas. Et c'est sûrement une preuve des progrès de la médecine, mais aussi des progrès
au niveau de l'éducation de la population et donc du savoir utiliser les stratégies thérapeutiques, en particulier médicamenteuses. Il y a bien sûr aussi les formes bipolaires de l'enfant et de l'adolescent sur lesquelles Franck Bélivier a beaucoup travaillé, dont il a montré que ces formes à début très précoces ont une évolutivité sans doute plus importante que les formes à début plus tardifs. Les formes à début tardif où il y a très souvent des symptômes cognitifs et donc des difficultés de concentration qui peuvent faire poser la question d'une maladie neurodégénérative. Donc je ne vais pas relister tout ça, je voudrais m'arrêter sur les déterminants. Qu'est-ce qui fait que 1%, 2% de la population générale présente au cours de sa vie une symptomatologie bipolaire qui différencie ces personnes des personnes qui ont les simples oscillations de l'humeur d'une vie ordinaire. Tout d'abord, eh bien, il faut bien reconnaître que les facteurs environnementaux ont un poids très important. Il est tout à fait montré qu'avant le premier épisode de maladie bipolaire, eh bien, il y a eu, dans les 6 ou 12 mois qui ont précédé, il y a eu un nombre d'événements de vie négatifs tout à fait supérieur au nombre d'événements de vie négatifs connus par la population vivant dans le même environnement. Et donc, ceci veut dire que le premier épisode vient après une accumulation d'événements ayant mis en jeu, ou plutôt ayant dépassé les capacités d'adaptation, les capacités de résilience de la personne. Et ainsi survient le premier épisode dépressif ou survient le premier épisode bipolaire, maniaque. Donc, il faut bien savoir que l'organisation de notre environnement est un élément à ne pas négliger, c'est une évidence que de le dire, mais il faut le rappeler. Il y a toute la chimie, mais il y a aussi toute cette dimension donc de la qualité de nos interrelations avec nos congénères, avec nos semblables et avec les événements de vie qui nous sont proposés par les lois du hasard ou pas les lois du hasard. Mais ce qui est passionnant, c'est de savoir que les épisodes ultérieurs n'ont plus besoin des événements de vie. C'est-à-dire que autant on relève un nombre significatif d'événements de vie négatifs avant le premier épisode, autant les épisodes suivants fonctionnent comme s'ils avaient acquis une autonomie propre, comme si une fois le chemin ouvert à la maladie, celle-ci avait capacité par elle-même à manifester son génie évolutif, et on sait que la maladie bipolaire est évolutive, vous le savez bien. Mais, bien sûr, il y a aussi les facteurs propres à l'individu, et parmi ceux-ci, bien entendu, les facteurs génétiques. Et un des éléments le plus probant du poids de ces facteurs génétiques, c'est la probabilité d'occurrence, d'émergence d'une maladie bipolaire chez les enfants d'une personne atteinte de maladie bipolaire ou chez les enfants de 2 personnes atteintes de maladie bipolaire. Dans le premier cas, on est autour de 10 à 15% de prévalence, et dans le deuxième cas, on approche les 50%. Donc, il y a des facteurs propres qui nous sont propres, des facteurs innés, des facteurs de nature génétique, donc, qui conditionnent l'émergence, qui participent à l'émergence d'une maladie bipolaire, même si l'on ne connaît pas aujourd'hui le gène, et probablement on ne connaîtra pas le gène de la maladie bipolaire, puisque tout laisse penser que
comme les maladies cardiovasculaires, les maladies bipolaires sont des maladies complexes. Et pour terminer, j'ai encore 3 minutes, les diagnostics proches autour de la maladie bipolaire, eh bien nous médecins pouvons hésiter avec un certain nombre de diagnostics. Par exemple, je vous ai dit que entre 16 et 30 ans, c'est l'âge le plus ordinaire de début d'une maladie bipolaire. Entre 16 et 30 ans, c'est aussi l'âge le plus ordinaire de début d'une maladie schizophrénique. Et évidemment, le diagnostic peut être difficile puisque on peut débuter une maladie schizophrénique par un épisode dépressif ou par un épisode maniaque, et les symptômes de schizophrénie peuvent venir ensuite. Donc on peut avoir appris à piloter en 1999 aux États-Unis ou en 2000, je ne sais pas combien, avoir fait un épisode dépressif et puis ensuite débuter une maladie schizophrénique et pas forcément rester dans une maladie bipolaire. Et ce diagnostic différentiel peut être extrêmement difficile et vous voyez toute l'importance qu'il peut y avoir à ne pas se précipiter dans un diagnostic et toute l'importance aussi qu'il peut y avoir à ne pas ignorer éventuellement le diagnostic. Donc, et comme pour les maladies bipolaires, il y a un retard pour le diagnostic de troubles schizophréniques qui est évidemment problématique puisque ceci peut péjorer le devenir à moyen et long terme. Et puis, il y a d'autres diagnostics différentiels qui ne sont pas faciles. Celui de troubles de la personnalité, en particulier ce que les psychiatres, le diagnostic de personnalité limite ou borderline que les psychiatres utilisent à foison. Et puis aussi, aujourd'hui, la question du diagnostic différentiel ou de la proximité avec ce qu'on appelle le trouble de l'attention avec hyperactivité. Si vous voulez, on pourra en discuter. Mais voilà les quelques propos que je voulais vous dire en guise d'introduction à cette table ronde. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Ollier. C'est vrai que c'est difficile de définir la maladie bipolaire en 15 minutes. À la fin des cas d'intervention, il y aura un moment de questions. Donc, je vous invite à noter des questions que vous pourriez faire au professeur Ollier. On va écouter maintenant le docteur Jocelyn Ouenou au sujet de l'IRM et de ce que peut apporter l'IRM dans le diagnostic et la prise en charge du trouble bipolaire. Merci, bonjour. Alors je tenais aussi à remercier Argos 2001 d'avoir organisé cette journée très impressionnante. Et puis, comme disaient les collègues, je crois que c'est une très bonne nouvelle qu'une telle journée puisse être organisée. Alors effectivement, moi je vais parler... peut-être me mettre debout, effectivement, c'est plus simple. Je vais parler alors d'une thématique plutôt de recherche sur comment la neuroimagerie et en particulier l'IRM cérébral peut nous éclairer sur la compréhension de la maladie, mais aussi je vais vous montrer comment à terme elle pourrait nous aider dans la prise en charge du trouble bipolaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors on va commencer déjà par des choses sur la compréhension du trouble bipolaire. Donc comme le professeur Ollier l'a rappelé, donc, le trouble bipolaire, de ce qu'on en sait actuellement, résulte d'une interaction probable entre de multiples facteurs génétiques, probablement pas un seul gène, mais une interaction de beaucoup de gènes qui augmentent un petit peu le risque de troubles bipolaires, et puis de différents facteurs environnementaux, avec en particulier, comme il le disait, les événements de vie stressants juste avant le premier épisode, et puis aussi les traumatismes dans l'enfance, les abus dans l'enfance en particulier. Alors comment est-ce que la neuroimagerie peut nous aider déjà à comprendre le trouble bipolaire? Alors les techniques de neuroimagerie qu'on utilise, diapositive suivante s'il vous plaît, pour étudier le cerveau, c'est en particulier l'IRM cérébral, l'imagerie par résonance magnétique, qu'on peut avoir dans un cabinet de radiologie ou à l'hôpital
en radiologie. Et alors, ça, c'est une vue du... Hop, pardon. Pour mettre la diapo... Ouais. Alors voilà, donc ça, c'est une vue du cerveau avec le haut ici et l'avant ici, hein, une vue latérale du cerveau, comme si vous me regardiez comme ça. Et alors, j'ai souligné quelques structures qui sont en fait les structures responsables de l'intégration et de la production des états émotionnels en fait dans le cerveau, et donc on ne sera pas étonné qu'on s'y intéresse plus particulièrement dans le trouble bipolaire, avec en particulier une petite structure ici dont on entend souvent parler, qui est l'amygdale cérébrale, qui est responsable en fait en simplifiant, de l'identification et de la production d'états émotionnels. Et par exemple, je vais vous donner un exemple, quand vous avez une scène émotionnelle ou quelque chose de nature émotionnelle qui se passe devant vous, cette petite structure-là, donc l'amygdale cérébrale, va s'activer très précocement, avant même que vous en ayez conscience, pour vous permettre d'identifier les émotions autour de vous. Et là, il y a derrière une petite structure qui s'appelle l'hippocampe, dont on entend parler, alors pas trop dans le trouble bipolaire, mais plutôt dans la maladie d'Alzheimer, puisqu'on connaît plutôt en fait l'hippocampe pour son implication dans les processus de mémoire. Mais en fait, on s'y intéresse aussi beaucoup dans le trouble bipolaire, parce qu'en fait, mémoire et émotion sont très liées. En particulier, on retient beaucoup mieux une information si elle a un caractère émotionnel. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Alors que c'était il y a 15 ans environ, vous savez, pour beaucoup d'entre vous, où vous étiez le 11 septembre 2001, quand les tours sont tombées, alors que c'est quand même un événement qui remonte à 15 ans. Et vous vous en souvenez parce qu'en fait, il y avait une charge émotionnelle à cette information. Alors que si je vous demande où vous étiez le 12 septembre 2001, normalement, là, vous vous en souvenez un peu moins bien. Et ça montre que voilà, l'hippocampe, la mémoire et émotion, c'est des choses très liées. Alors, on va beaucoup parler de l'amygdale, comme je vous disais, donc qui s'active très précocement, avant même que vous en ayez conscience quand il y a quelque chose d'émotionnel autour de vous. C'est une structure qui est très conservée dans le cadre de l'évolution. La plupart des mammifères ont un amygdale très similaire au nôtre. Et les théories évolutionnistes ont interprété ça comment ? On a tous besoin d'un système qui identifie les menaces, tout ce qui peut avoir une charge émotionnelle autour de nous pour nous permettre de survivre. Je vais prendre un autre exemple pour que ce soit plus clair. Si on était il y a 20 000 ans dans la savane et qu'en face de nous, en face de vous arrive un lion, si vous commencez à faire toutes les opérations conscientes du genre « ah bah c'est un lion », ah bah il n'a pas l'air sympa, bah il avance, bah ça ne va pas très bien marcher. Et donc vous avez besoin d'une structure qui identifie les menaces avant même que vous en ayez conscience et qui vous donne un ordre, là en particulier un ordre de fuir. Donc c'est les deux structures impliquées dans ce qu'on va appeler la régulation automatique des émotions. Il y a aussi là le cortex préfrontal, donc qui est tout le cerveau qui est en avant et qui va être impliqué là dans la régulation plus volontaire des émotions, puisqu'on a quand même un certain contrôle effectivement sur nos émotions et qui nous permet de remettre un peu en contexte tout ça. Je vais reprendre le même exemple du lion. Si vous êtes dans une salle de cinéma et que vous voyez la même image du lion qui arrive, a priori vous n'allez pas fuir en courant de la salle de cinéma. Pourquoi ? Vous aurez probablement la même activation de l'amygdale et de l'hippocampe qui vont s'activer très précocement, mais en fait votre cortex préfrontal, qui vous permet, entre guillemets, en simplifiant, de réfléchir et de remettre en contexte et en perspective toutes ces informations, va signaler que là on est dans une salle de cinéma, que c'est pas réel et qu'on n'est pas si menacé que ça. Et en fait on observe bien en imagerie que l'amygdale va être, entre guillemets, désactivée par le cortex préfrontal. Un diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Comment est-ce qu'on peut étudier tout ça? Alors, on a l'IRM anatomique, comme l'IRM du genou, l'IRM de la colonne vertébrale. On peut faire l'IRM cérébral qui permet d'étudier l'anatomie du cerveau. On peut observer aujourd'hui des détails de l'ordre du demi-millimètre dans le cerveau. Donc on peut étudier par exemple la taille de ces différentes structures cérébrales dont j'ai parlé. On peut aussi étudier avec l'IRM sans injection, juste en changeant un peu les paramètres de la machine, le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de ces différentes zones cérébrales. C'est ce qu'on appelle là l'IRM fonctionnel. Donc il n'y a pas de rayons X, hein, c'est le champ magnétique qu'on fait varier et on peut, au repos ou pendant que le sujet est en train de faire une tâche, étudier l'activité de différentes zones du cerveau du sujet. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors,
Donc comme je vous disais, quand on n'est pas bipolaire, a priori, ce qui se passe quand on a une information émotionnelle autour de soi, c'est que alors, les structures ici en orange et en rouge, par exemple l'amygdale et l'hippocampe, impliquées dans la régulation automatique des émotions, vont s'activer très précocement en quelques dizaines de millisecondes. Et après, quelques centaines de millisecondes ou quelques secondes après, les structures comme le cortex préfrontal vont remettre en perspective les informations et généralement permettre de diminuer l'activation de l'amygdale pour qu'on puisse effectuer une régulation là plus volontaire des émotions. Alors, dans le trouble bipolaire, qu'est-ce qui se passe? Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors là, c'est dans le trouble bipolaire, en dehors de tout épisode dépressif ou maniaque, hein, en inter-épisode, comme disait le professeur Ollier. Ce qu'on observe, en fait, c'est qu'en face d'une information émotionnelle, l'amygdale et l'hippocampe s'activent trop, s'activent plus que chez le sujet non bipolaire, et que les structures qui doivent réguler cette activation ont du mal à s'activer et donc n'arrivent pas à diminuer ou à calmer l'activité de l'amygdale. Et ça, on arrive à le remettre en lien, que ce soit dans les études ou même en pratique clinique, avec des concepts comme l'hyperréactivité émotionnelle, hein, du genre vous êtes au cinéma, il y a une scène triste au cinéma et même si vous n'êtes pas déprimé ou maniaque, le patient bipolaire est le seul de la salle à pleurer. Bon, je crois qu'il y en a qui doivent connaître ça. Et en fait, on arrive à montrer que cette caractéristique-là est reliée est corrélée à certaines modifications anatomiques de l'amygdale, de l'hippocampe ou du cortex préfrontal. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, on arrive à montrer, par exemple, que contrairement à des maladies neurologiques, comme disait le professeur Ollier, en fait, dans le cerveau des patients bipolaires, on observe des augmentations de volume de certaines structures, et en particulier de l'amygdale et de l'hippocampe, donc ces structures impliquées dans l'identification, la production automatique un petit peu des émotions. Et en fait, c'est assez caractéristique de ce trouble, puisque c'est assez différent des maladies neurologiques. Dans les maladies neurologiques, où qu'on regarde, en fait, les structures sont plus petites, le cerveau est plus petit. Là, on a quelque chose d'assez différent. En fait, on a, et c'est vraiment assez spécifique au trouble bipolaire, des augmentations de volume, et comme par hasard, dans les circuits impliqués dans la régulation automatique des émotions. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors tout ça, c'est des études où, en fait, on compare 50 personnes atteintes de troubles bipolaires à 50 personnes non atteintes de troubles bipolaires. Donc ça nous permet un peu de mieux comprendre comment fonctionne la maladie, l'hyperréactivité émotionnelle, etc. Mais aujourd'hui, ça ne nous aide pas dans la prise en charge du trouble bipolaire, dans le diagnostic ou dans le choix du traitement. Alors je voudrais montrer un petit peu comment est-ce qu'on essaie de développer ces techniques pour améliorer, réduire le délai diagnostique dont parlait le professeur Ollier, ou aider au choix thérapeutique. Alors, en fait, on doit faire un tout petit détour par l'informatique. En fait, on utilise des techniques d'informatique récentes, d'apprentissage automatique. Puisqu'en fait, quand on regarde une IRM cérébrale de patients bipolaires, on ne voit rien macroscopiquement. Un radiologue va dire IRM normale. Mais en fait, il y a des techniques récentes d'informatique qui permettent à l'ordinateur de distinguer, par exemple là, des bouteilles et des chaussures. Si je vous donne des images et je vous demande est-ce que c'est une bouteille ou une chaussure, normalement vous arrivez assez bien à le faire. Maintenant, si je vous demande une règle pour distinguer à coup sûr les bouteilles et les chaussures, ça va être plus compliqué parce que vous allez devoir me trouver une règle qui distingue tous les types de chaussures, que ce soit les sandales, les moon boots, je sais pas quoi, et donc c'est assez difficile. Et pareil pour les bouteilles, hein, les petites bouteilles de bière, les grandes bouteilles, les bouteilles artistiques, etc. Et là ça devient plus compliqué. Et donc on a du mal à dire à l'ordinateur, à donner à l'ordinateur une règle qui lui permette de faire ça. Alors comment est-ce qu'on fait avec ces nouvelles techniques? En fait, on lui donne
des centaines d'images de bouteilles, des centaines d'images de chaussures. On lui dit ça c'est des bouteilles, ça c'est des chaussures, et tu te débrouilles pour trouver la meilleure règle qui séparera les bouteilles et les chaussures en prenant tous les points dans l'espace que tu veux, en faisant les additions, les multiplications que tu veux. Et l'idée c'est d'essayer de trouver une règle pour séparer au mieux les bouteilles et les chaussures. Il fait vraiment comme il veut et on n'intervient pas dans ce processus-là. Et après, pour voir si ça marche, on lui donne une image, sans lui dire si c'est une image de bouteille ou de chaussure, et on voit s'il a réussi à bien les distinguer. Alors ça marche bien, même bon, avec les bouteilles et les chaussures. Mais à quoi ça peut servir? On peut aussi, pour l'ordinateur, tout ça c'est que des séries de chiffres. On peut aussi lui donner une image qui serait une IRM en lui disant ça c'est une IRM de quelqu'un qui a atteint de trouble bipolaire, ça c'est une IRM de quelqu'un qui n'est pas atteint de trouble bipolaire. On lui en donne des centaines, il essaie de trouver ce qui distingue les deux. Alors il regarde tous les points. Nous un humain ne peut pas le faire puisqu'il y a environ 1 300 000 points dans une IRM anatomique simple. Donc seul un ordinateur peut le faire et il va essayer de distinguer les deux, de définir une règle pour distinguer patient atteint de trouble bipolaire et sujet non atteint de trouble bipolaire. Alors, diapositive suivante. Donc voilà, donc en fait, on l'entraîne, hein, vraiment dans une première phase, on l'entraîne, on lui donne les images, on lui dit ça, c'est quelqu'un qui a un trouble bipolaire, ça c'est quelqu'un qui n'a pas de trouble bipolaire. Et donc il se débrouille, il trouve plein de points qui permettent de faire des opérations pour distinguer les deux. Et puis après, on lui donne un nouveau sujet pour voir si avec l'IRM, il arrive à distinguer patient atteint de trouble bipolaire et sujet non atteint de trouble bipolaire. Donc ça, c'est des recherches qui sont en cours. Je vais vous donner quelques petits exemples de ce que ça permet de faire. Parce qu'on peut lui dire patient atteint de trouble bipolaire ou patient non atteint de trouble bipolaire, mais souvent on se pose des questions un peu plus pointues, comme disait le professeur Ollier, sur le diagnostic différentiel. Diapositive s'il vous plaît. Alors là, par exemple, donc là, en fait, c'était une étude où le sujet devait regarder lors d'une IRM fonctionnelle des visages à nature émotionnelle ou sans nature émotionnelle, et la moitié des sujets étaient atteints de troubles bipolaires et la moitié des sujets étaient atteints de troubles unipolaires. Et pareil, donc on disait à l'ordinateur, il y avait une trentaine de sujets, voilà, 36. Et donc on donnait les 35 premières IRM à l'ordinateur en disant ce sujet atteint de trouble bipolaire, ce sujet atteint de trouble unipolaire, et on regardait s'il arrivait à prédire le statut du 36e sujet. Et alors là c'est vraiment les toutes premières expériences, mais dans 2/3 des cas il arrivait à distinguer comme ça sujet atteint de trouble bipolaire ou de trouble unipolaire. Donc ça montre un peu le potentiel, je vais vous parler un peu des limites après, mais ça montre un peu le potentiel pour répondre à certaines questions sur en particulier le diagnostic différentiel. On peut poser beaucoup de questions avec ce genre de technique, avec l'IRM à l'heure actuelle. On peut essayer aussi d'essayer de prédire une future rechute dépressive. Et là, je ne détaillerai pas cette étude, mais cette étude montre que dans un petit groupe de sujets très sélectionnés, un tel algorithme arrivait à distinguer les patients qui allaient rechuter dans les 18 mois après l'IRM de ceux qui n'allaient pas rechuter. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, il faut faire attention à ces techniques-là, puisque, comme je disais, c'est fait dans des très petits groupes, très sélectionnés. Il faut faire attention à des titres un peu tapageurs qu'on peut voir dans la presse, même dans la presse scientifique, du genre, qu'est-ce qu'ils ont écrit, enfin que voilà, que l'IRM peut distinguer de façon sûre et certaine, de faire le diagnostic des différentes maladies. On n'en est pas là, hein, c'est pas encore la glycémie du diabète ou l'ECG de l'infarctus du myocarde, on n'en est pas encore là, puisque là c'est vraiment des petites études faites sur un seul site, alors que la glycémie, vous pouvez prendre la glycémie de n'importe quel sujet, n'importe où sur Terre, et vous arriverez à lui faire le diagnostic de diabète. Là vraiment, ça a été fait dans des petits centres de recherche, sur des petits échantillons, mais je crois vraiment que ça montre un certain potentiel quand même pour extraire l'information de l'imagerie, pour peut-être pouvoir aider au diagnostic différentiel. Mais vraiment, hein, ça a été fait dans des environnements très technologiques, avec des patients très sélectionnés. Mais donc voilà, les études continuent sur des plus grands groupes, sur plusieurs sites, pour voir si on va pouvoir utiliser ces techniques pour distinguer par exemple patients unipolaires ou bipolaires, ou patients bipolaires et schizophrènes, voire même nous aider à choisir le traitement. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors je vais juste faire une diapositive sur l'exemple du lithium, mais le professeur Bellivier détaillera plus après.
Diapositive suivante. Aujourd'hui, alors ça c'est une étude qu'on commence. Aujourd'hui, en fait, le lithium, il a, je ne sais plus si c'est 60 ou 70 ans. 49, bon, on va faire des calculs, voilà. 70 ans, on va dire, je crois. Bon, c'est vraiment encore le traitement de référence, celui qui a montré qu'il diminuait la fréquence des suicides. Néanmoins, vraiment, aujourd'hui, son mécanisme d'action reste encore très, on va dire, mystérieux. Et une question pratique qu'on a en pratique clinique, c'est: est-ce qu'il y aurait un moyen de savoir un petit peu, d'avoir un petit peu un indice à l'avance de qui pourrait être bon répondeur ou mauvais répondeur au lithium? Parce qu'aujourd'hui, on procède par essai-erreur, on donne le lithium, on attend un petit peu, bon ben ça marche, tant mieux. Ça marche pas, on doit changer. Est-ce qu'on pourrait avoir des indices? Aujourd'hui, on a un indice clinique, hein, c'est la bonne réponse familiale au lithium. On sait que si quelqu'un atteint de trouble bipolaire dans la famille a bien répondu au lithium, c'est un bon indice pour une future bonne réponse au lithium. Mais en fait, on va essayer d'avoir un indice de laboratoire là pour essayer de prédire la réponse au lithium en comparant des patients bons et mauvais répondeurs au lithium, et en fait en regardant la concentration de lithium dans le cerveau. Alors c'est des nouvelles techniques qu'on utilise, dites de spectroscopie en IRM, qui nous permettent comme là de regarder d'abord où va le lithium pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas même où va vraiment le lithium dans le cerveau, et puis est-ce qu'il y a un lien entre la concentration du lithium dans le cerveau, qui est peut-être pas la même que celle dans le sang, hein, et la bonne réponse au traitement. Voilà. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et donc ça, c'est juste aussi pour dire que tout ça, ça peut se faire en France, hein. Enfin, on n'a pas de difficulté particulière à le faire en France, parce que des fois on a des messages un petit peu pessimistes, on va dire, mais toutes ces recherches-là peuvent se faire. Alors moi, par exemple, je travaille au CEA à Saclay et à l'hôpital Henri Mondor, à l'assistance publique hôpitaux de Paris, et grâce à des techniques d'imagerie à Auchan assez récentes et modernes, dans un environnement un peu particulier, effectivement, on arrive à mener à bien toutes ces études. Et aussi avec l'aide de collaborateurs internationaux. Diapositive suivante, que je tiens ici à remercier. Non, la suivante. Que je tiens à remercier, ainsi que tous les patients et aussi les volontaires qui participent à toutes ces expériences. Merci. Merci beaucoup, Dr Ouenou, de nous avoir présenté vos travaux de recherche. Donc on voit bien que c'est prometteur, même si vous avez rappelé que ça n'allait pas remplacer le diagnostic clinique, enfin en tout cas pas demain. Voilà. On va laisser la parole maintenant au professeur Franck Bellivier, qui va nous expliquer où se situent les enjeux pour tenter d'améliorer la prise en charge du trouble bipolaire. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Tout d'abord, je voudrais remercier l'association Argos de m'inviter pour cette journée. Dire que je suis assez impressionné du chemin parcouru. Je suis les activités de l'association Argos depuis maintenant assez longtemps, et je vois l'importance de ces actions grandissantes. Et finalement, le succès de cette journée, avec cet amphi plein, est un signe intéressant, à mon sens, du développement des actions des associations de l'association Argos, et plus généralement des associations représentantes des usagers et de leurs familles. Et ça, c'est certainement une très bonne nouvelle pour beaucoup d'enjeux, puisqu'on m'a demandé aujourd'hui de traiter des enjeux. Donc voilà, donc bravo. Et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente journée pour cette première journée mondiale du trouble bipolaire. Alors, au sujet des enjeux, je voudrais d'abord qu'on ne se trompe pas de cible. Et ça, c'est un sujet qui intéresse les associations. Ne nous trompons pas de cible. Lorsque l'on constate le tremblement de terre que représente la survenue d'un épisode maniaque, la survenue d'un épisode mélancolique ou d'un épisode mixte chez un individu, dans son système familial, dans son système professionnel,
quand l'on constate la débauche d'énergie qui est nécessaire pour obtenir la résolution de cet épisode, par plusieurs semaines d'hospitalisation, les mois nécessaires ensuite pour obtenir la convalescence et la consolidation de cet épisode, on pourrait considérer que l'enjeu, on m'a demandé de traiter des enjeux, l'enjeu du trouble bipolaire est dans la prise en charge et de ces épisodes aigus. En réalité, le pronostic du trouble bipolaire n'est pas à notre capacité à obtenir la résolution des épisodes majeurs. Évidemment, c'est la partie la plus impressionnante de la maladie. C'est, je l'ai dit, un tremblement de terre qui laisse des marques durables chez l'individu, dans son entourage, et pourtant l'enjeu n'est pas là. Le pronostic du trouble bipolaire est à notre capacité à faire que ce phénomène-là ne se reproduise pas. Et donc, le patient, son entourage, les médecins pourraient considérer que une fois qu'on en est passé par toutes ces souffrances, une fois qu'on a sué sang et eau pour obtenir la résolution de cet épisode, eh bien le boulot est terminé. C'est exactement le contraire. Le boulot commence quand le patient sort de l'hôpital, puisque l'enjeu va être que cette histoire-là ne se reproduise pas. Et là est toute la difficulté de la prise en charge du trouble bipolaire, puisque vous le savez, c'est une pathologie qui est hautement récurrente. Mais que l'on soit bien d'accord sur cette idée que le pronostic est à la prévention des récurrences et pas à la résolution des épisodes majeurs, évidemment que c'est important de soigner les malades, je ne vais pas dire le contraire, quand ils sont dans des états de décompensation, mais ce qui va être très désorganisant dans la vie des sujets, c'est encore une fois le caractère récurrent de ces épisodes. Je prends juste un exemple. Un jeune homme de 17 ans fait un premier épisode dépressif majeur ou un premier épisode maniaque. Ça va être terrible. Les conséquences individuelles et collectives vont être majeures. Mais bon, il va être hospitalisé quelques semaines. Il va redoubler sa première. Ma foi, il passera son bac dans de bonnes conditions. Il rentrera à l'université. Enfin, il suivra son parcours. Mais ce qu'il y a de sûr, et ça c'est parce que le trouble bipolaire est une pathologie qui touche le sujet jeune, ce qu'il y a de sûr, c'est que si dans les 3-4 ans qui suivent ce premier épisode, il y a un nouvel épisode, voire 2, c'est sûr que l'impact sur son développement académique, sur son développement social, affectif, professionnel, va être majeur. Et donc c'est bien le caractère récurrent dans une période très critique de la vie, du développement d'un sujet, qui va avoir des conséquences importantes. Donc le premier enjeu, c'est qu'on ne se trompe pas de cible. La prévention des récurrences est un objectif supérieur en termes de pronostic. Évidemment que les épisodes majeurs ont des conséquences importantes, il faut qu'on s'en occupe, mais un objectif supérieur en termes de pronostic est bien notre capacité à faire que cette affaire-là ne revienne pas. Un deuxième enjeu qui va nous occuper dans les années qui viennent est une question très mystérieuse encore aujourd'hui, qui est la variabilité de réponse au traitement. On observe, pour donner quelques exemples, 40% de patients bipolaires répondent très bien au lithium. C'est un médicament magique qui éteint toute cyclicité pathologique de l'humeur chez à peu près 40% des sujets, mais il y en a 30% au moins qui prennent du lithium pendant 2 ans et qui ne voient pas du tout modifier le cours évolutif de la maladie. Ce phénomène de variabilité de réponse, on l'observe pour les antidépresseurs, 30% de non-répondeurs, on est obligé de changer d'antidépresseur. On l'observe pour les autres régulateurs de l'humeur, notamment les anticonvulsivants. On l'observe pour les antipsychotiques atypiques, exactement de la même manière. Et la difficulté, c'est que on ne sait pas prédire qui va répondre à quel traitement. Et autrement dit, nous sommes tenus à conduire une approche empirique pour définir, pour trouver le traitement qui va être le plus efficace pour un patient donné, puisque nous sommes aujourd'hui dans l'incapacité totale de prédire quel patient va répondre à quel traitement. Ce qui est très important, et ça c'est vrai pour la prédiction de l'efficacité des médicaments, ce qui est très important, c'est aussi qu'on est incapable de prédire la tolérance.
Et il y a des patients qui vont très bien très bien tolérer le traitement qui va leur être proposé, alors que d'autres vont développer des effets secondaires, parfois des effets secondaires qui sont inacceptables. Ou s'ils sont acceptables pour la phase aiguë, prendre quelques kilos pendant quelques semaines, devient inacceptable quand il s'agit de prendre un traitement pendant des années. Donc des progrès sont attendus dans l'avenir pour définir des stratégies mieux ciblées, à la fois pour mieux prédire l'efficacité, mais aussi pour mieux prédire la tolérance, puisqu'il y a autour de la tolérance un enjeu extrêmement important, puisque nous sommes sur des traitements pas à vie, mais des traitements pendant plusieurs mois, plusieurs années, pour atteindre cet objectif dont je parlais en introduction, qui est d'obtenir une bonne prévention des récurrences, puisque c'est les récurrences qui font tout le handicap de la pathologie. Un deuxième enjeu en tout cas pour l'avenir, c'est certainement le développement des thérapeutiques non médicamenteuses. On a vu ces dernières années l'éclosion, l'apparition de techniques psychothérapiques au sens large qui ont prouvé leur intérêt dans la prévention des récurrences. Et ça, c'est une source d'espoir extrêmement importante. Et on a probablement encore beaucoup de progrès à faire dans la codification et dans la mise au point de ces techniques psychothérapiques qui ciblent certains symptômes spécifiques du trouble bipolaire ou des pathologies associées au trouble bipolaire. Je pense qu'il y a là beaucoup d'efforts encore à concéder pour la mise au point et le développement de ces techniques en complément du traitement médicamenteux, dont je rappelle qu'il est indispensable. Mais on a maintenant des exemples tout à fait convaincants de l'intérêt de ces techniques en complément des traitements médicamenteux. Et je pense que c'est un enjeu important que les professionnels se saisissent de cet enjeu d'une part, mais aussi que les gens qui nous gouvernent allouent les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces techniques qui sont quand même consommatrices de personnel. Des moyens psychologiques en particulier en psychologue sont extrêmement importants à obtenir, puisqu'aujourd'hui très insuffisants pour la mise en œuvre de ces techniques-là. Le troisième enjeu qui me paraît très important pour l'avenir, c'est la reconnaissance de la complexité et de l'hétérogénéité de cette pathologie qu'est le trouble bipolaire. Et ça, c'est un enjeu important aussi dans la manière dont le trouble bipolaire sera traité dans les années qui viennent. Le trouble bipolaire est une pathologie extrêmement hétérogène et hautement comorbide. Donc comorbide signifiant très fréquemment associé à d'autres morbidités. 50% d'addiction, beaucoup de comorbidités suicidaires, conduite suicidaire et décès par suicide. Vous savez que le trouble bipolaire est une pathologie parmi les plus suicidogènes. Beaucoup de comorbidités anxieuses, le professeur Ollier l'a signalé tout à l'heure, 30, 40, 50% de comorbidités anxieuses. Une mauvaise santé physique, beaucoup de comorbidités somatiques. Les patients bipolaires font leur premier infarctus du myocarde en moyenne 14 ans plus tôt et perdent en moyenne 9 années de vie. Et cette réduction de l'espérance de vie n'est pas que liée au suicide, mais aussi à une surmorbidité cardiovasculaire et cérébrovasculaire. Et on sait que la prise en charge de la santé physique des patients bipolaires est aussi un enjeu en termes de stabilité du trouble lui-même, etc., etc. Donc nous avons une pathologie extrêmement complexe, avec des très hauts niveaux de comorbidité, avec les addictions, avec des pathologies somatiques, avec des pathologies anxieuses, avec des désorganisations très profondes des rythmes circadiens, etc., etc. Et cette complexité nous impose de définir des programmes de soins à la carte en fonction de la situation de chaque patient. Et cette stratégie de conception de programmes thérapeutiques personnalisés est en train aujourd'hui d'arriver en psychiatrie, et c'est un enjeu extrêmement important pour la suite. Donc voilà ce que je voulais vous dire au sujet des enjeux pour le trouble bipolaire, les territoires à conquérir dans l'avenir pour l'amélioration de la prise en charge.
Premièrement, ne pas se tromper d'enjeu, la prévention des récurrences est un objectif supérieur, et surtout reconnaître la complexité et l'hétérogénéité de cette pathologie en termes de réponse au traitement, en termes de tolérance des traitements et en termes de morbidité associée qui seront l'indication à des modules de prise en charge ciblant spécifiquement ces particularités de chaque patient. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Bellivier, de nous avoir présenté les enjeux de façon aussi limpide. On va écouter à présent le docteur Marc Masson qui va nous parler des nouvelles stratégies dans la prise en charge. Bien, merci beaucoup. Moi-même, je voulais m'associer à mes collègues pour remercier l'association Argos 2001, sa présidente, Madame Labbé, et puis Alice Vigneault, qui, tous à deux, et puis avec tout le soutien de l'association, vous avez quand même réalisé quelque chose d'extraordinaire. On dit toujours que la France est en retard de 10 ans sur les États-Unis. Donc là, on n'a qu'un an de retard, sans compter qu'on avait pris de l'avance, comme je vous le dirai tout à l'heure, sur beaucoup de domaines dans la prise en charge des troubles bipolaires sur nos amis américains. En tout cas, c'est un grand plaisir donc, de prendre la parole à la suite de Franck. Son dernier point, c'était de vous dire qu'au fond, le dernier enjeu, c'était la personnalisation de la prise en charge de chaque patient. Et ça va être un petit peu... Alors là, les diapositives passent un petit peu vite. Bon, celle-là, on peut la passer. Des conflits d'intérêt, ça n'a pas beaucoup justement d'intérêt. Voilà, donc au fond, adapté, je dirais, à la prise en charge des troubles bipolaires, qu'est-ce que c'est que la personnalisation? C'est un concept qui nous vient de la médecine, en particulier de la chimiothérapie, de la cancérologie, c'est-à-dire de trouver des marqueurs biologiques qui vont nous permettre de nous dire, mais tiens, telle chimiothérapie pour tel patient, dans tel type de cancer, va être plus efficace que tel autre. Alors Jocelyn nous disait tout à l'heure que grâce à l'imagerie cérébrale, on va peut-être pouvoir dans les années à venir effectivement avoir à notre portée des marqueurs d'imagerie, voire des marqueurs biologiques. Ça c'est l'équipe de Franck qui s'en occupe de développer des projets de recherche à ce sujet. Ceci étant, malheureusement, ce n'est pas encore le cas en pratique quotidienne. Quand vous venez voir votre psychiatre, ou nous, psychiatres, effectivement, on ne peut pas vous demander, tiens, est-ce que vous avez fait tel ou tel examen qui vont nous permettre de vous dire, voilà, tel traitement, telle prise en charge va être la plus adaptée. Cependant, on a quand même certains outils cliniques que je vais vous développer. Donc, la prise en charge, elle va s'articuler autour d'associations, d'associations de médicaments entre eux et d'associations des médicaments avec les thérapies psychosociales, comme l'a évoqué à l'instant Franck. Et puis, un autre aspect qui est très intéressant, qu'a évoqué le professeur Ollier tout à l'heure, c'est qu'au fond, certes, c'est une maladie cyclique qui se caractérise justement par la récurrence des crises, et en même temps, il y a cet intervalle dit libre, mais qui, le plus souvent, et pratiquement toujours, il n'est jamais libre de symptômes. Et c'est donc des prises en charge aujourd'hui qu'on développe pour la prise en charge de cet espace dit intercritique entre les crises, à la fois sur l'attention, sur la mémoire, sur le sommeil et aussi sur des résurgences à minima des phases pathologiques. Et le troisième point et dernier, c'est le développement de stratégies de prévention des rechutes, voire en amont du déclenchement de la maladie, chez les sujets à ultra haut risque, c'est-à-dire, comme disait le professeur Ollier tout à l'heure, si on a un parent de premier degré qui est atteint, on a un risque de 15 à 20% de développer la maladie. Si on a ces deux parents, eh bien on a 50%. Eh bien dans ce cas-là, on a des stratégies aujourd'hui qui commencent à se développer pour tenter de prévenir le déclenchement de la maladie. Diapositive suivante. On peut la passer, celle-ci. Merci. La suivante. Voilà. Donc au fond, la première étape de la personnalisation, c'est d'essayer de caractériser personnellement le trouble bipolaire dont on souffre. Alors évidemment, on a cette grande dichotomie trouble bipolaire de type 1, de type 2, qui est décrite depuis en gros le 19e siècle. Mais au fond, elle est insuffisante. Alors pourquoi elle est insuffisante? Du côté des médecins, parce qu'on peut avoir un patient qui souffre d'un trouble bipolaire de type 2, puis au bout de 5, 10 ans, 15 ans d'évolution de sa maladie, il va faire un épisode maniaque franc et il va passer en trouble bipolaire de type 1. Et puis,
je dirais, entre patients, si vous comparez vos ordonnances, bah tiens, moi j'ai un trouble bipolaire de type 2, pourtant j'ai eu les médicaments que toi tu as, et tu as un trouble bipolaire de type 1, donc tout ça paraît un petit peu flou, je dirais, même si effectivement vous connaissez la différence qu'il y a entre ces deux types, c'est-à-dire des épisodes maniaques fronts dans le type 1 et l'absence d'épisodes maniaques fronts dans le type 2. Donc finalement, pour personnaliser le diagnostic, on va réaliser souvent dans les premiers entretiens, quand vous venez nous consulter pour un avis spécialisé sur votre prise en charge, des questions beaucoup plus précises. À quel âge a débuté le trouble bipolaire ? Quelle est la polarité du premier épisode ? Est-ce qu'il y a vraiment une séquence bien identifiable ? C'est-à-dire, est-ce que vous faites d'abord un épisode maniaque suivi d'une phase dépressive puis un intervalle, ce qui est le cas, je dirais, le plus classique ? Ou est-ce que vous commencez par un épisode dépressif ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une dépression mixte ? Est-ce qu'il y a des cycles rapides ? Quelle est la qualité de vie entre les épisodes ? Est-ce qu'au fond, vous ressentez qu'il n'y a jamais vraiment de rémission totale ? Qu'il y a toujours des symptômes qui surviennent de manière intercurrente ? Et si oui, lesquels ? Tout à l'heure, on disait aussi que Franck rappelait que le trouble bipolaire est une maladie très fréquemment associée à d'autres pathologies psychiatriques, donc les troubles anxieux, les problèmes d'addiction. Alors addiction à l'alcool, ça s'est décrit aussi depuis le 19e siècle, et puis aujourd'hui avec toutes les substances psychostimulantes qui sont, je dirais, presque à portée de main, notamment la cocaïne et toutes les nouvelles drogues, les patients décrivent souvent qu'au fond la cocaïne c'est ce qui nous permet de retrouver le sentiment de toute puissance ou d'infini bien-être que l'on retrouve dans les accès maniaques, paraît-il. Mais aussi, ça c'est aussi un élément plus récent, vous savez que les psychiatres, on a peut-être trop longtemps négligé le corps et la santé physique, et justement la maladie bipolaire est une des maladies psychiatriques où il y a des maladies physiques très fréquemment associées. Il y a une mortalité cardiovasculaire qui est beaucoup plus élevée. Alors certes, l'impact des traitements peut être, je dirais, à ce moment-là discuté, mais aussi des pathologies endocriniennes, des problèmes thyroïdiens chez les femmes, mais aussi chez les hommes, des pathologies neurologiques aussi qui sont plus souvent associées au trouble bipolaire qu'à d'autres pathologies chroniques. On va également s'intéresser, on en a déjà parlé tout à l'heure, à la question des antécédents familiaux, de troubles bipolaires, de maladies dépressives, les antécédents familiaux quand on les connaît de mort par suicide, et puis évidemment les antécédents aussi personnels de tentatives de suicide. On va également dresser ce qu'on appelle, nous, dans un terme un peu technique, le chimiogramme, c'est-à-dire quels sont les différents traitements médicamenteux que vous avez reçus. Quel est votre ressenti de l'efficacité de tel ou tel médicament, quelle a été sa tolérance, et puis enfin un élément également très important qui est pris en considération en psychiatrie maintenant depuis une bonne quinzaine d'années, qui est la question de la conscience de la maladie. Alors c'est un mot un peu piégé, mais parce que ça comprend toute une dimension psychologique d'un cheminement d'acceptation, de connaissance et d'adhésion aux soins. Donc vous voyez, en fond, c'est l'ensemble de ces paramètres qu'on va essayer d'évaluer ensemble au cours des entretiens et des premières consultations, et qui vont guider, diapositive suivante, notre démarche thérapeutique, qui a deux bras. Je dis souvent que la maladie est bipolaire, mais le traitement aussi. Donc il y a le premier pôle qui est le pôle médicamenteux. Alors ça, c'est un petit schéma qu'on réalisait à partir d'une analyse des études publiées, une équipe de Barcelone qui est très active sur le plan des troubles bipolaires. Alors tous les médicaments n'y sont pas. Mais enfin, vous voyez, en gros, c'est un gradient d'efficacité entre l'efficacité antimaniaque et l'efficacité antidépressive. Donc si on est de 1 sur 1, c'est-à-dire qu'on est aussi efficace sur la manie que sur la dépression. Donc là, il y a un médicament, c'est ici le lithium, comme disait Jocelyn, c'est non seulement le plus ancien médicament qu'on utilise dans la maladie bipolaire, mais en psychiatrie tout court, puisque son efficacité a été découverte en 1949. Alors vous voyez qu'il est proche de 1, mais plutôt antimaniaque, le lithium. En tout cas, c'est le seul, on pourrait dire, qui est actif pour traiter la manie à des doses un peu plus élevées, à des doses un peu plus faibles. Il a une efficacité sur la dépression bipolaire, et puis à des doses intermédiaires, il a une efficacité préventive, comme le disait Franck tout à l'heure, sur la récurrence de la maladie.
La deuxième grande famille, alors je ne reviendrai pas sur le fait que le lithium, c'est quand même le traitement par excellence de la maladie bipolaire. La deuxième grande famille, c'est une découverte française, c'est les neuroleptiques. Donc dans le service qu'a dirigé le professeur Ollier, en 1952, Jean Delay et Pierre Deniker ont découvert l'efficacité des neuroleptiques pour traiter l'accès maniaque. Et aujourd'hui, on a donc des neuroleptiques de nouvelle génération qu'on appelle antipsychotiques, peut-être pas un terme très élégant, mais en tout cas, ils sont très utiles dans le traitement de la crise maniaque. Donc vous voyez que celui qui a la plus grande efficacité antimaniaque ici, c'est la risperidone. Donc c'est, je dirais, le petit-fils de l'alloperidol, de l'aldol, parce qu'il a une structure chimique assez proche. Et c'est lui qui, en tout cas, au vu des études publiées, a l'efficacité la plus importante. Il y a d'autres antipsychotiques qui sont représentés ici, l'olanzapine, l'aripiprazole, donc Zyprexa et puis Abilify, et puis certains que nous n'avons pas encore en France, comme la ziprasidone. Et puis, vous voyez ici, le 94e pays à l'avoir eu, c'est la France, c'est la quétiapine, qui est très proche de 1. Alors un peu comme le lithium, ce médicament a la propriété d'avoir un effet dose, c'est-à-dire qu'aux petites doses, il est plutôt antidépresseur. Et d'ailleurs, on a eu, j'aperçois Christian Gay qui parlera tout à l'heure, on a eu des patients et d'autres collègues qui ont fait des virages maniaques sous des petites doses de quétiapine. Donc ça montre bien que ce médicament, le Xeroquel, a une efficacité antidépressive, alors qu'aux fortes doses, il a une efficacité antimaniaque. Et puis, la troisième famille de médicaments que nous utilisons comme stabilisateur de l'humeur, c'est aussi une découverte française initialement. Ce sont certains antiépileptiques. Ça, c'est en 1964. Un neuropsychiatre français, Lambert, a découvert que un médicament qui s'appelle la dépamide, qu'il est utilisé chez des patients épileptiques, améliorait leur impulsivité, leur dérèglement de l'humeur. Et donc il a eu l'idée de l'utiliser dans ce qu'on appelait à l'époque la maladie maniaco-dépressive, et ça a été l'entrée des antiépileptiques, enfin en tout cas de certains, dans le traitement de la maladie maniaco-dépressive, de la maladie bipolaire. Donc vous voyez que sur ce tableau, il n'y en a qu'un qui figure ici du côté de l'efficacité antidépressive, parce que les études concernant la dépamide, la dépakine, la dépakote, le Tegretol, qui lui était une découverte japonaise dans les années 70 sur l'efficacité antimaniaque, on manquait de travaux pour les intégrer dans cette étude, mais en tout cas je souligne l'intérêt ici de la lamotrigine, de l'amygdale, parce que vous voyez qu'au fond, comme stabilisateur de l'humeur, c'est celui qui a la plus grande efficacité dans la prévention des rechutes dépressives, qui est quand même, je dirais, ce contre quoi vous vous battez au quotidien, qui est vraiment le pôle douloureux de la maladie et puis le casse-tête de votre psychiatre souvent, parce que comme vous le savez, la prescription des antidépresseurs est délicate, elle n'est pas recommandée, même si nous, comme vous le savez, nous y avons recours, de manière, je dirais, encadrée, suivie, sur de plus courtes durées que chez des patients qui ont une maladie dépressive, qui ne s'intègrent pas dans une maladie bipolaire. Et du coup, ici, le lamictal, qui a des mécanismes d'action qui sont assez lents. Donc quand on part pour un traitement avec le lamictal, moi je dis souvent aux patients, on se donne 2 ans pour juger de l'efficacité. Et c'est souvent nécessaire. Et l'intérêt du lamictal aussi, c'est qu'il peut s'associer très heureusement avec le lithium. Le lithium couvrant un petit peu mieux, vous voyez, la polarité maniaque, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc cette association lithium-lamictal, chez les répondeurs, évidemment, donne d'excellents résultats. Diapositive suivante. Voilà, donc la plupart des études ont montré que les traitements en association médicamenteuse sont plus efficaces que la monothérapie. De même, le traitement préventif médicamenteux en association est plus efficace. Alors l'intérêt, c'est peut-être de donner des doses moindres. Vous savez que les doses de lithium, il y a 60 ans, étaient 2 à 3 fois supérieures à celles qu'on utilise aujourd'hui, par exemple. L'intérêt également d'avoir une association, c'est qu'on peut moduler les doses. Tout à l'heure, le professeur Ollier vous disait que, et vous le savez, certaines formes de maladies bipolaires sont influencées par les saisons, avec classiquement plus d'excitation au printemps, à l'été, plus de dépression à l'automne, à l'hiver. Donc du coup, on peut par exemple donner des doses un tout petit peu plus élevées de lithium au printemps, les baisser l'hiver, pareil avec la quétiapine si ce traitement est prescrit. Et donc on peut avoir une vision plus dynamique finalement de notre traitement médicamenteux
que même quand la maladie est relativement bien contrôlée, au fil des années, on peut quand même faire ces ajustements au quotidien. On peut également recourir ponctuellement à certains médicaments. Par exemple, quand il y a un événement stressant, on peut recourir à, je dirais, un traitement sédatif, un traitement hypnotique ponctuellement sur quelques jours afin d'enrayer toute résurgence de la symptomatologie. Et puis, il y a aussi les traitements, je dirais, enfin en tout cas les stratégies alternatives, hein, je crois que Florian Ferreri vous en parlera tout à l'heure, tout ce qui concerne l'hygiène alimentaire et les traitements alternatifs non médicamenteux. Diapositive suivante. Alors, la plupart des études ont montré que, effectivement, l'association des traitements médicamenteux aux thérapies psychosociales, qui doivent être commencées le plus tôt possible, permettait d'améliorer le pronostic de la maladie. Et puis quand même, je rappelle qu'il y a aussi l'intérêt des traitements par stimulation électrique, donc l'électroconvulsivothérapie, qui en cas de résistance aux stratégies médicamenteuses, notamment dans la dépression bipolaire, reste un traitement qui est efficace quand l'indication est bien posée dans plus de 90% des cas. Et puis, depuis quelques années, on assiste au développement de stratégies par stimulation magnétique, qui là sont des stratégies peut-être moins offensives, mais qui peuvent avoir un intérêt en association avec l'ensemble de la prise en charge pour réduire la symptomatologie dépressive. Et à Sainte-Anne, par exemple, c'est l'équipe de Marion Place qui a développé cette technique. On va passer à la diapositive suivante. Voilà, donc le deuxième pôle de la maladie qui va être déployé là dans le deuxième symposium tout à l'heure, c'est l'articulation entre le traitement médicamenteux et puis les thérapies psychosociales. Alors, effectivement, la maladie bipolaire, elle touche un sujet, le plus souvent, comme le rappelait le professeur Ollier, qui a entre 15 et 30 ans. Autrement dit, comment accepter quand on est jeune, en plein développement de sa vie, en train de faire ses études, de s'insérer dans le travail, de découvrir sa vie amoureuse, qu'on a une maladie qui en plus se déclare souvent comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est une maladie qui est une maladie du cerveau, qui va nécessiter un traitement pendant de nombreuses années, qui va avoir certaines contraintes dans notre hygiène de vie. Tout ça, évidemment, c'est quand même un travail psychologique d'acceptation qui est extrêmement compliqué, difficile, et diapositive, vous pouvez cliquer s'il vous plaît. Et donc, pour, je dirais, cheminer par rapport à cela, les techniques de psychoéducation, qui est en fait une adaptation de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique en médecine au champ de la psychiatrie et plus spécifiquement au champ des troubles bipolaires. Ça a été développé beaucoup en Espagne par l'équipe de Barcelone et en France notamment par Christian Gay qui vous parlera tout à l'heure de cet accompagnement dans la connaissance de la maladie, la connaissance des principes du traitement, de l'hygiène de vie. Et je dirais que c'est la technique psychosociale qui a démontré le plus son efficacité aujourd'hui, sur laquelle on a le plus de recul. Et on pourrait dire que tout patient bipolaire devrait avoir la chance de pouvoir bénéficier d'un cycle de psychoéducation. Diapositive suivante. Alors deuxièmement, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'espace dit libre, l'intervalle libre, moi je me dis souvent en consultation, allez, on a guéri un accès maniaque, ce qu'on sait relativement bien faire, je dirais. On est enfin sorti d'une phase dépressive, ce qu'on a beaucoup plus de mal à faire, comme vous le savez. Et donc nous, le psychiatre, on est tout content, ça y est, on a fait le job. Et pourtant, le patient dit, écoutez, docteur, oui, mais voilà, au travail, moi, j'arrive pas à traiter tous mes mails, j'ai du mal à me concentrer, j'arrive plus à bouquiner, voilà, donc so what, quoi. Donc effectivement, les épisodes maniaques comme les épisodes dépressifs s'accompagnent de troubles de la mémoire, de troubles de l'attention, de troubles de la concentration, qui vont persister après la rémission des symptômes dépressifs ou maniaques principaux. Diapositive. Donc pour cela, on a une technique qui est en cours de développement qui s'appelle la remédiation cognitive. Donc c'est une technique qui nous vient au départ de médecine de rééducation des personnes qui avaient été victimes de traumatismes crâniens, etc., qui depuis quelques années a été largement développée dans le champ de la schizophrénie et qui commence à se développer en France, et je pense que Nicolas Franck vous en parlera tout à l'heure. L'équipe de Chantal Auré à Créteil également est en train de traduire le programme de remédiation cognitive qu'a mis en place l'équipe barcelonaise, et j'espère donc qu'on pourra y avoir bientôt l'avoir à disposition pour que vous puissiez en bénéficier.
Un autre aspect qui est très important, tout à l'heure le professeur Ollier disait, au fond, dans les 6 premiers mois qui précèdent le premier épisode, on va retrouver un choc émotionnel. Alors, il peut s'agir d'ailleurs, le plus souvent c'est un choc à contenu négatif, mais ça peut être aussi un choc émotionnel à contenu positif, on appelle ça les virages maniaques de contraste, c'est-à-dire que même un événement heureux peut déclencher, en raison de la pression émotionnelle que ça provoque, un virage, et une décompensation de la maladie. Et après, avec les épisodes suivants, effectivement, les facteurs déclenchants vont être parfois minimes, mais souvent on arrive quand même à les déceler quand on fouille bien à l'interrogatoire. Autrement dit, la gestion du stress, des émotions tout au long de la vie, ça va constituer un véritable enjeu dans la lutte contre la maladie bipolaire. Diapositive suivante. Et donc pour cela, on vous en parla tout à l'heure également, les techniques de pleine conscience, donc en bon français de mindfulness et de résolution de problèmes. En gros, on en parlera beaucoup mieux que ce que je vais faire maintenant dans quelques minutes, mais il s'agit en fait de techniques de méditation qui permettent de gérer ses émotions au quotidien de manière beaucoup plus apaisante, sereine, et au fond d'éviter des rebonds émotionnels et des possibles rechutes de la maladie. Diapositive suivante. Et enfin, il y a également toutes les stratégies par thérapie cognitive et comportementale qui aussi là sont développées dans le champ de la psychiatrie depuis une vingtaine d'années et qui, appliquées aux troubles bipolaires, s'intéressent à travailler sur des schémas de pensée. C'est-à-dire que quand on souffre de la maladie bipolaire, très souvent on a une tendance au perfectionnisme par exemple. On a une tendance aussi à rechercher des sensations fortes, donc avoir certains comportements dits à risque d'un point de vue sportif, d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel. Donc au fond, les techniques de cognitives et comportementales, de TCC, vont nous aider à travailler sur ces schémas de pensée, sur ces comportements. Et puis, il y a une autre technique, enfin, qui en bon français aussi, donc c'est la thérapie interpersonnelle d'aménagement des rythmes sociaux, qui vise, je dirais, à corriger les anomalies ou les décalages de rythme biologique dont souffrent les personnes bipolaires. Les personnes bipolaires sont plus sensibles au décalage horaire, au jet lag, aux nuits blanches, etc. Et donc ces techniques de TIPARS sont là pour essayer de mieux connaître nos rythmes biologiques et ajuster nos rythmes sociaux pour éviter tout déphasage, toute désynchronisation de nos rythmes qui vont être un facteur de risque pour la maladie. Voilà. Alors effectivement, un sujet qui vient nous voir en consultation, par exemple, c'est un homme, il a 33 ans, il a un oncle qui est mort par suicide, une mère qui a un trouble bipolaire de type 2, il n'a pas de comorbidité sur le plan physique, par contre, il consomme de la cocaïne. Diapositive suivante. Son premier épisode a été maniaque, il a été présenté à l'âge de 23 ans, suite à une prise de cocaïne. Donc on lui a proposé un traitement au début par antipsychotique, et puis ensuite on y a ajouté le lithium. C'était insuffisant, on a rajouté un petit peu de risperidone, donc de risperdal, et la connaissance de la maladie a été améliorée grâce à la prise en charge en psychoéducation, et les troubles de la mémoire ont été pris en charge grâce à des techniques de remédiation cognitive. Donc au fond, vous voyez, ça c'est un exemple. Dernière clic. Voilà, au fond, la prise en charge personnalisée, c'est ça, c'est d'intégrer toutes ces dimensions psychologiques, personnelles, cliniques, pour proposer une prise en charge thérapeutique la plus adaptée. Et puis, dernière diapositive. Je disais tout à l'heure que les neuroleptiques, c'était une découverte française. Bien, Jean Delay, en 1946, a écrit que les thérapeutiques biologiques et thérapeutiques psychologiques, loin de s'opposer, se complètent. J'espère que mon exposé vous l'aura montré, et je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Masson. Merci à tous les 4 pour vos interventions ce matin. On dispose d'un quart d'heure pour les questions au public. Donc, comment ça se passe? Il y a un micro. Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle? Il y a une dame là, il y a un monsieur là-haut. Salut Jean-Michel. Bonjour, Albouy, EDF R&D, Enerbip. Une question à Dr Josselin
Il a passé à un moment, il a utilisé un mot très doux, mais j'ai l'impression qu'il y avait un sens plus important, plus dur derrière. Il a parlé d'abus, je crois, vous avez parlé d'abus. Avec les conséquences qui se voyaient sur l'hippocampe et l'amygdale. Vous pouvez aller au fond du sujet, s'il vous plaît? Oui, c'était au tout début sur les facteurs de risque de troubles bipolaires, sur l'étiologie du trouble bipolaire. Le professeur Ollier soulignait donc qu'il y avait, juste avant le premier épisode, en plus d'événements de vie stressants, mais en fait les études épidémiologiques montrent bien que les abus physiques et ou sexuels dans l'enfance, les négligences émotionnelles sont aussi des facteurs de risque de troubles bipolaires et aussi d'aggravation, enfin de troubles bipolaires plus péjoratifs. Et effectivement aussi les études d'imagerie retrouvent en fait une association entre les abus dans l'enfance et des anomalies de volume de l'hippocampe et de l'amygdale. Donc tout ça semble effectivement lié. Merci docteur. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Alors je pose une question un peu pour tout le monde. Est-ce que par exemple les troubles d'attention, de concentration et de mémoire peuvent être aggravés et s'ils ne sont pas traités, si le trouble bipolaire est diagnostiqué très tard, après 45 ans, 45, 50 ans? Je vous donne la parole, professeur Ollier ou... Alors, on connaît bien maintenant les déficits cognitifs dont souffrent les patients bipolaires en dehors des épisodes. Ils touchent 3 domaines cognitifs principalement, l'attention et en particulier l'attention soutenue, la mémoire verbale et les fonctions exécutives. Fonctions exécutives, c'est les capacités de planification et d'organisation et de hiérarchisation des décisions pour conduire une action. Ce que l'on sait de ces déficits cognitifs, c'est premièrement qu'ils sont d'autant plus... ils sont présents dès les premiers épisodes. Le cerveau a des capacités à réparer ces déficits cognitifs, mais ces capacités de réparation ont tendance à être moins efficaces au fil des épisodes. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que ces déficits cognitifs sont liés à la neurotoxicité des épisodes. Enfin, c'est comme ça qu'on se représente les choses, puisqu'ils sont d'autant plus importants, ces déficits cognitifs, que le sujet a eu à connaître un nombre important d'épisodes dans le passé, et en particulier est lié au nombre antérieur d'épisodes maniaques, comme si les épisodes maniaques étaient plus neurotoxiques que les épisodes dépressifs. Voilà, on pose souvent la question, donc je la devance, de l'effet des traitements sur ces déficits cognitifs. On n'a pas de signal majeur d'une toxicité des médicaments sur les domaines cognitifs qui sont touchés dans le trouble bipolaire, à l'exception d'une classe médicamenteuse que sont les benzodiazépines. Mais comme théoriquement les benzodiazépines doivent être prescrites peu de temps, eh bien on n'a pas en réalité de signal majeur sur l'importance des psychotropes dans ces déficits cognitifs. C'est une trace laissée par les épisodes eux-mêmes. En tout cas, c'est comme ça qu'on se représente les choses. Juste le professeur Ollier. Oui, j'ajouterai un point à ce que vient de dire Franck, c'est qu'on n'a pas de signal, mais qu'il y a des données précliniques pour penser que les médicaments antidépresseurs et les sels de lithium ont un effet favorable sur la qualité du vieillissement neuronal, en particulier par l'intermédiaire, pour dire vite, de la stimulation des facteurs neurotrophiques qui sont les vitamines des neurones. Et donc, non seulement il n'y a pas de signal, mais de surcroît, les médicaments antidépresseurs et les sels de lithium sont des médicaments donc, dont on a tout lieu de supposer qu'ils sont des facteurs d'amélioration de la qualité du vieillissement. Merci. Une autre question ? Oui, bonjour. Je voulais savoir tout à l'heure quand vous parliez des amygdales, est-ce que l'amygdale cérébrale est différente de l'amygdale qu'on a dans la gorge ou est-ce que c'est exactement la même chose? Ça peut paraître trivial, mais bon, voilà. Ça donnera une petite note d'humour en même temps. Non, mais alors effectivement, parce que c'est une confusion qu'on a souvent, non, c'est pas les mêmes, elles ont un peu la même forme et en fait c'est pour ça que... Oui, bonjour.
On entend parler de type 1 et type 2 dans la bipolarité depuis tout à l'heure. D'après ce que je suis moi-même diagnostiqué, je me baladerai entre le type 3 et le type 4, donc il n'a pas été question. Donc je voulais avoir un petit peu plus d'éclaircies à ce niveau. Je vais donner la parole au professeur Bellivier. Juste, il y a 2 personnes tout en bas après qui ont des questions. Donc cette typologie de troubles bipolaires, en fait, il y a une école de nosographes qui s'intéresse à la manière de classer les types de troubles en fonction des caractéristiques des épisodes, en fonction des caractéristiques évolutives, qui ont plaidé pour la reconnaissance de formes atténuées de troubles bipolaires au-delà du trouble bipolaire 1, de la distinction bipolaire 1 et 2, en proposant dans ce groupe de formes dites atténuées des troubles bipolaires de type 3, 4, 5, 25, 30, etc. Bon, mais c'est une préoccupation essentiellement classificatoire, et qui permet quand même, qui a quand même l'intérêt de reconnaître des situations cliniques à risque de développer des troubles bipolaires plus caricaturaux. Donc ça a permis de sensibiliser la communauté au fait qu'il y avait des états entre guillemets pré-bipolaires. Un épisode dépressif avec des antécédents familiaux, par exemple, on doit considérer que c'est très apparenté au trouble bipolaire. Ça c'est le trouble bipolaire de type 3. C'est apparenté au trouble bipolaire et donc ça constitue un état à risque de développer un trouble bipolaire. Voilà pourquoi on a eu une sophistication des classifications qui permettent justement de mieux mesurer à la fois les états caricaturaux mais aussi les états à risque. Je ne sais pas si Jean-Pierre veut compléter. Oui, peut-être si je comprends bien votre question, quand même le type 3 est important à reconnaître, puisque si on le définit comme la révélation d'une bipolarité sous l'action d'un agent pharmacologique, ce qui est à l'origine la définition du type 3, au fond, c'est une manière de souligner la possibilité d'avantages et inconvénients des médicaments antidépresseurs. C'est ce qui fonde tout le débat sur la pertinence ou la non-pertinence d'utiliser les antidépresseurs chez les personnes bipolaires lors d'un épisode dépressif. En théorie, la théorie dit qu'il ne faut pas les utiliser, la pratique montre qu'il faut les utiliser, mais donc ceci pour dire que, au fond, ça identifie une autre physiopathologie, éthiopathogénie du trouble bipolaire, qui est celle donc de la révélation par l'agent pharmacologique. Merci. Bonjour, ma question s'adresse au professeur Ollier. Je voulais juste revenir sur les facteurs environnementaux comme déterminants dans la maladie. Et je voulais être sûre de bien comprendre, parce que vous avez parlé d'une accumulation d'événements de vie négatifs, ayant donc dépassé la capacité de résilience du patient. Mais je voulais savoir si justement ces événements de vie négatifs, selon vous, contribuaient à la rechute, en fait, à de la récurrence des épisodes ou pas. Oui, on a précisé. Au fond, les facteurs environnementaux ont un rôle déterminant dans l'émergence d'un trouble bipolaire. On a évoqué les facteurs environnementaux précoces, c'est-à-dire en particulier les situations de stress durant la petite enfance, très tôt dans la vie, et aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui occupe volontiers les médias, aujourd'hui on met beaucoup l'accent sur ce qu'on appelle les abus sexuels, définition dont je vous laisse supposer la complexité. Donc ça c'est effectivement, il y a une corrélation entre ces événements de vie négatifs et l'émergence de troubles psychiques ultérieurs. Parce que ce n'est pas spécifique aux troubles bipolaires, c'est quelque chose qu'on retrouve en particulier dans les pathologies unipolaires. La deuxième chose, ce sont les événements de vie négatifs dans les 6 ou dans les 12 mois qui précèdent l'épisode, et j'avais mis le focus là-dessus. Effectivement, on a
je crois de manière assez convaincante ou totalement convaincante, montrer que dans une population donnée, parce que nous avons chacun ce matin 24 raisons d'être déprimés. Hein. On a au moins 24 emmerdements dans notre vie ce matin, et je pense que si on s'arrête à 24, la liste n'est probablement pas exhaustive. Donc cela dit, des études très bien faites ont comparé population générale dans un environnement social donné et population présentant un épisode thymique, un épisode dépressif. Et qu'il s'agisse du trouble unipolaire ou du trouble bipolaire, ces études ont montré une différence entre la population générale dans un contexte social donné et la population présentant un épisode. Ce sont des études rétrospectives, bien sûr, mais elles ont été faites d'une manière méthodologiquement convaincante. Donc, pour un premier épisode, il y a un poids des facteurs environnementaux immédiats qui est certain. Lorsqu'on a voulu refaire les mêmes études pour les épisodes ultérieurs, on n'a pas retrouvé le même poids de ces facteurs environnementaux. Cela dit, parmi les facteurs de résistance à un traitement, et en particulier un traitement antidépresseur, les facteurs environnementaux pèsent. Et j'ai bien aimé l'optimisme de Franck Bellivier en disant que le problème des épisodes aigus, et je l'avais moi-même assumé cet optimisme auparavant, le problème des épisodes aigus est solutionné. Non, il n'est pas solutionné. Il n'est pas solutionné puisque, comme l'a dit Franck, au moins 40% des patients déprimés ne répondent pas à un antidépresseur. Et un nombre significatif de patients que je ne saurais plus trop qualifier, mais que, selon les études, on peut aller de 40 à 60%, ne répondent pas parfaitement à un médicament antidépresseur. Et parmi les facteurs de réponse imparfaite ou de résistance à un traitement antidépresseur, il y a des facteurs biologiques, une mauvaise qualité neuronale, pour dire simple. Il y a des facteurs environnementaux, c'est-à-dire que si les mêmes événements de stress qui ont pu participer à l'émergence de l'épisode ne sont pas réglés ou restent aussi aigus, ça sera une entrave à l'effet du traitement antidépresseur. Et il y a ce qu'on appelle des facteurs de personnalité ou psychoaffectifs. Donc les facteurs environnementaux pèsent pour le déclenchement du premier épisode, c'est prouvé. Ils sont moins importants pour le déclenchement des épisodes ultérieurs, mais ils peuvent entraver l'action de nos thérapeutiques. Merci beaucoup. On a déjà fait un quart d'heure de questions. Je pense qu'on va finir avec les 2 questions là-haut, oui. Dominique. Une question un peu voilà. enchâssée, plusieurs questions enchâssées en une. D'abord, pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais parler de troubles schizoaffectifs dans cette nosographie, ou en tout cas un petit peu délaissé? Pourquoi est-ce que c'est un diagnostic très difficile à poser et que plus personne ne se mouille vraiment pour le poser? En tout cas, il y a très peu de diagnosticiens qui arrivent à le poser. Je suis membre d'Argos depuis 10 ans. Je n'ai jamais entendu parler parmi nous d'un diagnostiqué schizoaffectif, alors qu'on les reconnaît un peu, on sait leur structure schizoïde, très enfermée, très intellectualiste, etc. Deuxièmement, professeur Bellivier, ça c'est une question pour vous. Vous faisiez référence tout à l'heure au diagnostic sophistiqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui faisait référence à Quiscal, qu'on a délaissé puisque dans le DSM-5 on ne le retrouve plus, on retrouve 1, 2, 3, et que par exemple la Quiscal disait que les troubles borderline, dont on n'en parle pas non plus, sont une sous-catégorie, selon lui, des troubles bipolaires. Voilà, schizoaffectif, troubles borderline, si vous pouvez développer. D'abord, je voudrais dire quand même que j'ai évoqué trop rapidement, bien sûr, la personnalité borderline et les troubles schizophréniques. Alors, sur le trouble schizoaffectif, je prendrai le risque de vous donner une réponse personnelle. La notion de schizophrénie dysthymique, c'est-à-dire schizoaffective, est une notion décrite depuis l'origine de la description du trouble pour désigner des troubles intermittents, des troubles schizophréniques d'évolution intermittente, donc avec des intervalles libres et une forte présence de symptômes thymiques et même chronologiquement une priorité des symptômes thymiques sur les symptômes dépressifs maniaques, sur les symptômes caractéristiques de schizophrénie.
au milieu du XXe siècle, la notion de trouble schizoaffectif s'est considérablement étendue. On a même oublié que dans la schizophrénie et dans la description de la schizophrénie, il y a des symptômes typiques. Lorsque la schizophrénie a été décrite, il y avait des symptômes dépressifs ou des symptômes maniaques participant au diagnostic de schizophrénie, maladie d'évolution chronique continue avec des phases processuelles. Et donc, au milieu du XXe siècle, on a assisté à une extension de la notion de trouble schizoaffectif parce qu'il y avait des thérapeutiques capables de prévenir les épisodes, qu'ils soient typiquement bipolaires ou qu'ils soient bipolaires atypiques dans le sens de bipolarité dans le cadre d'une schizophrénie. Et donc, entre la bipolarité dans le cadre d'une schizophrénie ou la bipolarité avec des symptômes délirants, la frontière est extrêmement difficile à tracer, même pour nous médecins. Et donc, ce n'est pas un silence de notre part, c'est parce qu'il s'agit d'une zone clinique, d'une catégorie clinique de définition extrêmement difficile. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, peut-être Franck va répondre sur... Donc sur la deuxième partie de votre question, je distinguerai deux sous-questions. La première, c'est les propositions d'Akiscal et de son école dans les années 80-90 ne se retrouvent pas dans le DSM-5. La raison pour cela, c'est que si la proposition était intéressante de reconnaître des sous-catégories de sujets à risque de développer un trouble bipolaire, donc si cette proposition s'est avérée intéressante, si on ne la retrouve pas dans le DSM-5, c'est simplement que de nombreuses études ont été conduites qui ont indiqué l'absence de stabilité de ces catégories, c'est-à-dire que finalement il n'y avait pas de bonne validité même catégorielle de ces sous-catégories proposées par l'école d'Akiscal. Pour la pathologie borderline, c'est une difficulté d'un autre type. On en parle et on n'en parle pas. On pourrait considérer que la pathologie borderline fait partie du spectre des troubles bipolaires. En réalité, l'architecture des facteurs de risque n'est pas tout à fait la même. Il y a évidemment une superposition symptomatique qui pourrait inviter à inclure les pathologies borderline dans les pathologies bipolaires. Aujourd'hui, il me semble que la manière la plus simple de s'en sortir, c'est de considérer que ces éléments symptomatiques, ces registres symptomatiques qui sont assez caractéristiques de la pathologie borderline peuvent se retrouver chez des patients bipolaires. Et à ce moment-là, on parlera de personnalité borderline comorbide du trouble bipolaire, avec une interaction très complexe entre ces deux entités, si toutefois on peut les considérer comme séparés, ce qui est évidemment assez artificiel, du fait donc de cette superposition de symptômes. Merci professeur, on prend la dernière question, dernière des dernières. Merci de votre gentillesse. Voilà, moi, la question que je voulais vous poser, donc Jean-Louis Kéry, EDF R&D, groupe NRBIP, je voulais vous poser la question, donc le professeur Ollier a dit que donc, avant la crise, il y avait accumulation d'événements négatifs qui dépassent la capacité de résilience de l'individu. Enfin, j'ai bien compris ce qu'il a dit. Donc, dans le cadre d'un groupe multidirection de qualité de vie au travail, dans un milieu qui est à risque, un milieu de chercheurs à risque, est-ce qu'on peut rajouter une dimension prévention du trouble bipolaire dans la qualité de vie au travail, et comment peut-on faire ça? Comment pourrait-on faire ça? Merci de votre attention. Bon, écoutez, je crois que c'est une question assez simple que vous posez. Et la solution est sûrement tout aussi simple, vous le devinez bien. Plus sérieusement, dans le monde du travail, moi je pense que premièrement, ce que nous faisons et ce que fait Argos, c'est-à-dire le travail d'éducation, d'information sur la symptomatologie qui peut révéler un trouble bipolaire, est la première action nécessaire. Et donc, l'action d'information au sein de l'entreprise, ayant valeur de déstigmatisation,
est une première étape de réponse. Ensuite, deuxièmement, il s'agit d'améliorer ou en tout cas de veiller à la qualité des relations au sein de l'entreprise, en sorte que chacun soit suffisamment connecté à chacun pour repérer les éventuels changements dans le comportement de l'un d'entre eux. Et évidemment, il est rare qu'un épisode dépressif survienne en termes de switch d'une seconde à l'autre. Plus souvent, un épisode dépressif s'installe lentement avec une personne qui décroche, et il est rare qu'un épisode maniaque survienne d'une minute à l'autre. Plus souvent, l'épisode maniaque est précédé par des journées ou des semaines d'activité accrue de la personne, d'organisation moins satisfaisante, et tout ça, évidemment, lorsque la société, l'environnement professionnel seront suffisamment informés, éduqués, conscients qu'il ne s'agit plus de psychologie, mais qu'il s'agit d'identifier un processus qui va bien sûr utiliser les caractéristiques psychologiques de la personne, mais processus qui va avoir son propre génie évolutif. À ce moment-là, dès ce que Franck Bellivier a appelé les états pré-bipolaires, les préalables, à ce moment-là, on peut espérer qu'il y ait un repérage et qu'il y ait des actions de réponse qui se mettent en place. Merci beaucoup, professeur Ollier. Bien écoutez, je tiens à remercier ici donc l'ensemble de nos intervenants et notre animatrice pour cette première séquence qui a été très riche. Donc voilà, on peut les féliciter. Merci.